Ma mère m'a dit un jour, tout le monde n'est pas destiné à être exceptionnel, chérie. Et c'est bien ainsi. Il faut bien que quelqu'un soutienne les étoiles. Elle a dit cela doucement devant un café, comme si elle me faisait une faveur. J'avais 19 ans. Je venais d'être nommé officier. Mon uniforme était encore rigide de fierté. Elle ne voulait pas me blesser. Du moins, je ne pense pas qu'elle le voulait. Mais cette phrase m'a brisée en deux. Elle est devenue la bande-son silencieuse de ma vie. À chaque fête, à chaque visite à la maison, je l'entendais résonner dans la façon dont il choyait ma sœur. La véritable réussite de la famille. Ils n'ont jamais dit ouvertement que j'étais un échec. Mais le silence est plus bruyant que les mots. Quand ma sœur a été promue, ils l'ont annoncé comme si c'était le retour du Messie. Quand je suis revenue de déploiement, ils ne sont même pas venus m'accueillir à l'aéroport. « Tu es toujours si occupée », a dit mon père, comme si j'avais manqué un rendez-vous chez le dentiste et non passé 7 mois à diriger des opérations spéciales au-delà de frontières que personne n'ose nommer. À Thanksgiving, ma propre place a été donnée au fils d'un voisin parce qu'il venait d'être accepté en école de droit et que c'est une affaire importante. J'ai mangé debout près de l'évier, mes médailles encore emballées dans une boîte au garage. Ce soir-là, je me suis dit que j'en avais fini. Je ne chercherai plus leur approbation. J'avais survécu aux tirs ennemis. Je n'avais pas besoin de survivre à l'indifférence de ma propre famille. Puis, le mois dernier, j'étais assise au fond d'un briefing de commandement, là pour observer, rien de plus. La salle bourdonnait de noms et de rangs, de titres qui ne semblaient jamais me correspondre, jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Un commandant est entré, son regard balayant la pièce, et s'est arrêté. Pile sur moi. Il a redressé les épaules, s'est tenu plus droit et a dit « Madame, vous êtes la générale. » Et soudain, la pièce est devenue silencieuse. Pas pour elle, pas pour ma sœur, pour moi. Ce moment n'était pas doux, il était tranchant. C'étaient des années d'invisibilité qui se brisaient en un seul souffle, et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas honte de prendre de la place. Je m'appelle Colleen Walsh. J'ai mené des hommes au combat, j'ai tenu la main de soldats mourants dans le sable, et j'ai pris des décisions qui m'empêchent encore de dormir. Mais la chose la plus difficile que j'ai jamais faite a été de survivre en étant invisible dans ma propre maison. Avant de partager mon histoire, je veux savoir que vous êtes là avec moi. S'il vous plaît, laissez un « j'écoute » dans les commentaires ou dites-moi d'où vous regardez. Cela compte plus que vous ne le pensez. Parfois, savoir que quelqu'un est là-bas aide à dire la vérité à voix haute. Et si mon histoire vous touche, si elle vous fait vous sentir moins seul, s'il vous plaît, envisagez de vous abonner. Cela aide cette vérité à aller plus loin. Merci. Et maintenant, laissez-moi tout vous raconter. Je m'appelle Colleen Walsh, fille aînée de la famille Walsh, 3 générations d'uniformes, de discipline et d'attente tacite. Nous avons pratiquement été élevés selon le protocole de la base. À Fort Campbell, dans le Kentucky, l'armée n'était pas seulement une carrière. C'était notre religion familiale. Mon père, Roy Walsh, a pris sa retraite en tant que colonel de l'armée de l'air. Ma mère, Marilyn, a servi comme infirmière de combat et portait son silence comme une autre série de médailles. Mon frère cadet est maintenant major. Et Erika, ma petite sœur, est sur le point d'être nommée lieutenant-colonel dans l'armée. Et moi, je suis celle dont on ne parle pas. Pour la famille, je suis celle qui a abandonné. Celle qui a quitté West Point après la première année. Ils disaient que je ne pouvais pas supporter la discipline, la structure, que je n'avais pas ce qu'il fallait. Mais aucun d'eux ne savait que je n'étais pas partie. J'avais été retirée, choisie pour un programme de renseignement clandestin si secret qu'il n'existait pas officiellement. Pas de remise de diplôme, pas de cérémonie, pas de photos encadrées au mur, juste une série de billets aller simples vers des endroits où aucun touriste ne devrait jamais aller. Ces 20 dernières années, je n'ai pas été absente de leur vie. J'ai simplement été effacée. J'envoyais des fleurs pour l'anniversaire de maman, une carte de Noël à papa avec une fausse adresse tamponnée dans le Maryland. Je regardais de loin Erika grimper les échelons, mon frère se marier sur la pelouse d'une chapelle de base,
Leur vie se déroulait en chapitres publics bien rangés. Je n'étais pas sur la photo. Littéralement, un cousin m'a dit un jour qu'il y avait une photo de famille où j'avais été recadrée pour équilibrer le cadre. Il disait que j'avais abandonné parce que je n'étais pas assez solide. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que je ne pouvais pas leur dire, c'est que j'ai passé 6 mois enterrée dans des opérations à Damas, que j'ai passé 4 jours cachée dans les murs d'un complexe d'otages en Libye, coordonnant un sauvetage qui a sauvé 30 civils, que lors de la mission nommée Candle Strike, j'ai perdu 3 de mes hommes et une partie de moi-même que je n'ai toujours pas retrouvée. Et pourtant je revenais, mais jamais à la maison. On ne raconte pas ces histoires dans cette famille, à moins qu'elles ne s'accompagnent de médailles et d'une couverture médiatique. Je n'avais ni l'un ni l'autre, juste des cicatrices, la plupart invisibles. Puis vint l'appel. C'était au début de l'automne. Un air vif, des feuilles d'or s'accrochant à la fin de l'été. Mon téléphone a vibré. C'était ma mère. Sa voix était brusque, pas méchante, mais froide, comme une infirmière vous lisant un dossier médical, ne parlant pas à sa fille. « Erika va être promue. Tu devrais venir. Contente-toi de ne rien porter de bizarre. Ne lui fais pas honte. Pas de « comment vas-tu ?» Pas de « nous aimerions te voir ». Juste « ne nous embarrasse pas ». Je n'ai pas discuté. J'ai dit « je serai là ». Pas parce que je m'attendais à un tapis rouge, pas parce que je pensais qu'il m'accueillerait à bras ouverts. J'y retournais pour une seule raison. Pour voir si, pour une fois, il pouvait me regarder et voir la femme derrière l'ombre, pour voir si, sous la bonne lumière, il réaliserait qu'il m'avait mal jugé toutes ces années. Ce soir-là, je me suis tenue devant mon armoire. Au fond se trouvait mon ancien uniforme de cérémonie, impeccable, intact, plié comme s'il attendait encore une cérémonie qui n'avait jamais eu lieu. Je l'ai mis dans ma valise. À côté, j'ai suspendu un chemisier et un pantalon au ton neutre et sobre, des vêtements qui n'attireraient pas l'attention, qui ne réclameraient pas de validation, juste du tissu discret dans des tons calmes. Dans le miroir, mon visage me fixait, des yeux perçants, des rides autour de la bouche à force d'avoir vu trop de levées de soleil dans les déserts. Un visage qui n'était plus jeune, mais pas vieux non plus, juste apaisé. Pas de grade, pas d'applaudissements, pas de ressentiment non plus. Presque l'heure, ai-je chuchoté à la glace. Je ne savais pas si je parlais de l'heure de pardonner ou de l'heure de laisser enfin le silence parler de lui-même. Je suis arrivée à Fort Campbell pile à l'heure. Pas d'accueil chaleureux, personne n'attendait devant, pas même un signe de tête de la police militaire à la porte. Le parking VIP était déjà complet, rempli de SUV Lexus et de berlines de fonction. Je me suis garée près de la clôture de l'unité logistique, là où le gravier crissait sous mes bottes, comme s'il se souvenait de qui j'étais, même si personne d'autre ne s'en souvenait. La maison n'avait pas beaucoup changé. Même peinture beige, même balancelle usée sur le porche, même drapeau flottant avec une fierté cérémonielle. J'ai ouvert la porte et j'ai pénétré dans le même vieil air qui sentait le nettoyant au citron et les vieux livres de poche. Ma mère se tenait dans la salle à manger, plaçant des cartons d'invitation imprimés le long de la table. Sans lever les yeux, elle a dit « Va changer de chemise. Toi et Erika serez assises l'une à côté de l'autre, mais s'il te plaît, n'interromps pas son discours demain. » Pas de bonjour, pas de câlin, aucun commentaire sur le fait que j'avais conduit 10 heures pour être ici. Juste des instructions, comme toujours. Mon père m'a salué de la façon dont les officiers se saluent lorsqu'un d'eux est sur le point de prendre une retraite anticipée. Une tape ferme dans le dos, un signe de reconnaissance, quelque chose qui ressemblait au respect, mais dépouillé de toute familiarité. « Bien. Tu as réussi à venir, » a-t-il dit, ses yeux glissant déjà vers la pièce derrière moi. Erika a fait son entrée comme une débutante en tenue de parade bleue. Son uniforme était impeccable, ses galons polis à la perfection, ses rubans disposés comme si elle avait gagné une guerre à elle seule. Elle a traversé la pièce, baisant des mains et charmant les amis. Quand elle m'a enfin remarqué, elle a fait un geste vers moi avec une main manucurée. « Voici ma sœur. » Ah, elle a été un peu dans l'armée autrefois.
Maintenant, elle travaille dans l'administration, je crois. Il y eut des rires, légers, polis, le genre qui blesse plus profondément parce que personne ne pense être cruel. Un cousin s'est penché et a demandé dans un demi-souffle. « Alors, que fais-tu maintenant? Au bureau des anciens combattants? C'est mieux que rien, non? » « Mieux que rien. » J'ai souri. Pas assez pour montrer les dents. Juste assez pour laisser le sourire mourir là. Je n'ai rien dit. Il y a une sorte de dignité dans le silence. Surtout quand votre vérité est classée secret défense. À l'intérieur de la maison, chaque mur était un sanctuaire. Des photographies encadrées de mes frères et sœurs en uniforme, des portraits de remise de diplômes, des cérémonies de départ à la retraite, des dîners de remise de prix. J'ai scanné chaque cadre. Aucun d'eux ne montrait mon visage. Le dernier où j'apparaissais datait de 2004, juste après mon départ de West Point. Je m'en souvenais parce que j'avais été découpée plus tard. Ils ont dit que c'était pour que ça rentre dans le nouveau cadre. Une petite nièce, peut-être 6 ou 7 ans, m'a tiré la main. « Est-ce que tu as déjà tiré avec un vrai pistolet ?» a-t-elle demandé, les yeux ronds et excités. Je me suis accroupie à sa hauteur et j'ai souri. « Chérie, j'ai une fois écrit un plan qui a aidé 30 soldats à rentrer chez eux vivants. C'est mieux que n'importe quel tir que j'ai jamais fait. » Elle a cligné des yeux, puis est partie en courant jouer avec un char en plastique. Le dîner était un petit événement de pré-cérémonie, juste la famille et quelques officiers proches. Erika jouait l'hôtesse parfaite, tout en grâce et en calcul. À un moment donné, quelqu'un l'a complimentée sur son assurance. Elle a rayonné. « J'ai répété mon discours », a-t-elle dit en sirotant son vin, puis, nonchalamment, « Je veux que les gens sachent qu'on n'a pas besoin de fuir quelque chose pour réaliser qu'on avait tort. » L'air dans la pièce a changé, juste un peu. Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. Le message était clair et il m'était directement adressé. Plus tard dans la soirée, je suis sortie seule sur le porche. La maison bourdonnait de conversations et de rires derrière moi, mais je n'en voulais pas. Au loin, une fanfare répétait. Les notes traversaient la nuit comme des fantômes. Je me suis assise sur le bord des marches, regardant le vent bouger dans les arbres. Demain, je m'assiérai tranquillement, je la laisserai avoir son moment. Mais la vérité a sa propre voix. Et quand elle choisit de parler, personne, pas même Erika, ne pourra couvrir son bruit. La salle de Fort Campbell était une cathédrale de commandement. De hauts plafonds, des luminaires en laiton projetant des halos dorés sur des rangées rigides de chaises pliantes, toutes disposées par grades et titres comme un champ de bataille sans balles. J'étais assise au 3e rang en partant du fond, coincée entre la fiancée d'un jeune officier et la tante excessivement parfumée de quelqu'un. Notre rangée portait l'étiquette « Famille non assignée », une façon bureaucratique de dire que vous êtes là, mais pas vraiment. Erika se tenait fièrement derrière le pupitre, à l'avant. Le drapeau était à sa gauche, ses bottes polies à sa droite. Elle avait ce regard, un feu contrôlé, celui qu'on apprend à perfectionner pendant les jeux de guerre et les commissions de promotion. Elle a parlé de loyauté, de persévérance et, mon passage préféré, de l'importance de s'éloigner de ceux qui ont un jour abandonné le pacte sacré de l'uniforme. Chaque mot était calculé, chaque regard chorégraphié. Le discours n'était pas seulement pour ses supérieurs. Il visait des fantômes, et un fantôme en particulier. Quand mon nom a été mentionné seulement en passant, en tant que membre de la famille présent, j'ai remarqué quelques têtes se tourner. Quelques officiers ont échangé des commentaires à voix basse. L'un s'est penché vers un autre et a chuchoté « Elle me dit quelque chose. » Où l'ai-je déjà vu? Je n'ai pas bronché. J'ai gardé les yeux devant moi, la posture neutre, le visage impénétrable. C'est alors qu'il est entré. Le général Hammond. Il est entré avec un poids silencieux, celui qui oblige une pièce à se redresser avant même qu'elle ne s'en rende compte. Il a scanné brièvement l'assistance avant que ses yeux ne se fixent sur les miens. Un éclair de reconnaissance, puis une marche brusque et directe vers mon siège. Mon cœur ne s'est pas emballé, mes mains n'ont pas transpiré, mais l'air autour de moi a changé comme le vent avant une sirène.
Le général s'est arrêté net à mes côtés, les talons claquant au sol. Il a levé la main pour un salut réglementaire. Précis, fier et public. « Madame », a-t-il dit d'une voix ferme et claire, « Général Walsh, c'est un honneur de vous revoir. » La pièce n'est pas seulement devenue silencieuse, elle s'est figée. La voix d'Erika s'est brisée au milieu d'une phrase. Sa main tenant sa fiche a tremblé. Les applaudissements qui avaient crépité après ses phrases précédentes s'étaient évanouis. Elle n'était plus le centre de gravité de la pièce. Je me suis levée pour rendre le salut, non pas parce que j'avais besoin de validation, mais parce que je refusais de laisser un homme qui m'avait jadis confié des vies rester seul dans le respect. Du coin de l'œil, j'ai vu ma mère lâcher son verre d'eau. Le bruit de l'impact sur le sol a résonné comme un coup de feu. Mon père s'est levé à moitié par réflexe, puis s'est lentement rassis, comme s'il essayait de disparaître dans le rembourrage de son siège. Un jeune officier derrière moi s'est penché vers son voisin et a chuchoté, moins discrètement qu'il ne le pensait. « C'est elle, la commandante fantôme de Dagger. » Erika a lutté pour reprendre contenance. Elle a essayé de continuer, la voix fragile, cherchant des points d'ancrage du regard, mais l'énergie avait basculé. Les yeux n'étaient plus suspendus à chacun de ses mots. Ils étaient fixés sur moi, ou, pire, sur le fossé entre ce qu'il pensait savoir et ce qu'il réalisait maintenant ignorer. La cérémonie s'est terminée par des applaudissements polis, mais la tension flottait dans l'air comme la fumée après un brûlage contrôlé. Alors que les invités sortaient et que les officiers se mélangeaient, Erika m'a coincée près de la sortie. Pas de félicitations, pas de sourire. « Pourquoi n'as-tu rien dit ?» a-t-elle sifflé entre ses dents. « Tu m'as laissée là-haut comme une idiote. C'était ça ton plan ?» Je l'ai regardée, sans méchanceté, mais sans céder. « Si tu as besoin que la vérité s'efface pour exister, c'est que tu n'as jamais été à la hauteur dès le départ. » Sa bouche s'est crispée. Elle a cligné des yeux 2 fois rapidement, comme pour retenir quelque chose. Je suis passée devant elle avant qu'elle ne puisse répondre, le talon de mes bottes résonnant sur le sol poli. Cette fois, en m'éloignant, je n'ai pas ressenti la piqûre habituelle des regards invisibles se moquant de mon dos. Au lieu de cela, j'ai senti le poids de la confusion derrière moi. Toute une salle incertaine des rôles qu'on leur avait assignés, réalisant enfin que la liste de distribution était peut-être erronée depuis le début. Après la cérémonie, je ne suis pas retournée chez mes parents. Je suis repartie vers la base et je me suis installée dans les quartiers d'invités sobres et anonymes qu'ils m'avaient assignés. Des murs beige militaires standards, une literie rigide et une lampe qui bourdonnait faiblement. C'était le genre de chambre construite pour accueillir les gens brièvement et les oublier rapidement. J'ai posé mes clés sur la commode, enlevé mes chaussures et remarqué quelque chose qui n'avait rien à faire là. Une enveloppe Kraft ordinaire, posée bien au centre du bureau. Pas de nom, pas de sceau, pas d'écriture. Juste là, comme si elle m'avait toujours attendu. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait la copie imprimée d'un courriel daté d'il y a 2 ans. Aucun expéditeur listé, juste un message transféré depuis un serveur de relais crypté. L'objet, opération imprudente, victime civile. Le corps du courriel contenait des allégations contre une certaine Colleen de Boulevé, l'accusant d'avoir commandé une mission non autorisée ayant entraîné la mort de plusieurs civils. Le message affirmait que les détails étaient enterrés dans des rapports classifiés et incitait un blog militaire marginal à exposer la corruption interne. C'était une sensation étrange que de lire sa propre condamnation à mort rédigée par quelqu'un d'autre. La formulation m'a glacée car je la reconnaissais. Pas seulement l'opération citée, mais le phrasé spécifique, presque mot pour mot, d'un rapport classifié après action que j'avais autrefois examiné dans un bunker blindé à Stuttgart. Ce rapport n'avait été vu que par 3 personnes, moi-même, l'analyste principal et un officier subalterne avec une habilitation périphérique, Erika. Les dates correspondaient à une période où j'avais été soudainement et inexplicablement signalée pour une brève enquête interne. À l'époque, on m'avait dit qu'il s'agissait d'un système d'alerte automatique examinant des anomalies de données. Routine, rien d'inquiétant.
L'affaire avait été classée en quelques jours. Je les avais crus. Mais quelqu'un s'était assuré que la fumée persiste longtemps après que le feu a été éteint. J'ai pris l'enveloppe avec moi. Je ne me suis pas changée. J'ai trouvé Erika à la réception, toujours en uniforme, entourée d'admirateurs, savourant l'ivresse du succès. J'ai attendu que la foule s'amincisse, puis je l'ai rattrapée juste au moment où elle sortait pour prendre un appel. J'ai brandi la copie. Elle y a jeté un coup d'œil, ses yeux se figeant sur la page comme si elle la voyait pour la première fois. « Est-ce toi qui as envoyé ça ?» ai-je demandé, d'une voix égale, sans accuser, demandant simplement la vérité. Elle m'a fixé un long moment, puis, sans ciller, elle a dit « Oui ». J'ai hoché la tête lentement. « Pourquoi ?» Son expression n'a pas changé, mais ses épaules sont tombées comme celles d'une marionnette dont on vient de couper les fils. « Parce que tu n'étais pas censé gagner, a-t-elle dit. Tu es parti. Tu n'es pas resté pour construire quelque chose. Tu n'as pas le droit de revenir et d'être toujours plus importante. » Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Elle a continué, la voix brisée. « Ils n'ont jamais arrêté de parler de toi, même quand tu n'étais plus là, même quand je faisais tout ce qu'il fallait. Je pensais que si je pouvais juste t'effacer de la photo, je pourrais enfin être vue. » Le silence est tombé entre nous, plus lourd que n'importe quelle accusation. Je pouvais voir l'enfant en elle, la petite sœur qui me suivait autrefois, suppliant d'être incluse, ayant besoin de se sentir spéciale dans une maison où l'excellence était la seule monnaie d'échange. « Tu réalises, n'est-ce pas ?» ai-je dit finalement, à voix basse, que divulguer des informations classifiées est un délit pénal? Ses yeux se sont agrandis une fraction de seconde, avant de se rétrécir à nouveau. Elle n'a rien dit. Je n'ai pas insisté. Je me suis détournée et je suis partie. L'air frais de la nuit m'a frappée comme une vague. Je serrai l'enveloppe dans ma main, les doigts tremblants. Non pas de rage, mais de cette douleur profonde et sourde de la compréhension. Parfois, la lame dans votre dos provient de la même main qui vous a autrefois appris à marcher. C'est le son de l'alarme de base qui m'a réveillée en sursaut. Pas le clairon habituel du matin, mais quelque chose de plus aigu, urgent, perçant. Une sirène conçue non pas pour vous réveiller doucement, mais pour injecter de l'adrénaline dans votre sang. Mon téléphone s'est éclairé un instant plus tard. Protocole d'urgence activé. Tout le personnel à haute habilitation était convoqué au centre de coordination. Je n'ai pas eu le temps de me demander pourquoi. La mémoire musculaire a pris le dessus. J'étais habillée et dehors en quelques minutes. Les couloirs de Fort Campbell étaient inondés de mouvements. Des officiers dans divers états d'alerte, certains enfilant encore leurs bottes, d'autres déjà assis devant des moniteurs vacillants. À l'entrée de la salle des opérations principales, un sergent à l'air grave m'a tendu un dossier, mince mais lourd de conséquences. Une brèche. Un dossier classifié lié à l'opération Dagger, la mission que j'avais dirigée dans les couloirs de l'ombre en Syrie, venait d'être publiée sur un forum crypté du Dark Web. La fuite était récente, datée de moins de 3 heures, et pire encore, la trace informatique menait à une adresse IP interne, spécifiquement un appareil inactif autrefois assigné à mon nom, toujours intégré au système de la base. C'était comme se réveiller dans une vie pour laquelle on ne se souvenait pas avoir signé. En une demi-heure, j'étais assise en face du général Hammond et de 2 responsables du commandement du renseignement militaire. La salle semblait plus froide qu'elle ne l'était. Ils n'ont pas dit que j'étais en état d'arrestation, mais j'étais suspecte. Ils ont demandé un accès complet à mes communications des 6 derniers mois. Je n'ai pas discuté. Je leur ai tout donné. Pourtant, quelque chose clochait. Mon esprit revenait sans cesse à ce courriel, celui qu'Erika avait envoyé, cette copie qui avait atterri mystérieusement sur mon bureau. Je n'avais pas creusé davantage à l'époque, mais maintenant, avec tous les outils de l'agence à ma disposition, j'ai récupéré les métadonnées et décrypté le chemin d'envoi. Ce que j'ai trouvé était stupéfiant. L'expéditeur anonyme avait utilisé un lien obsolète vers un serveur de sauvegarde automatique qui archivait autrefois les journaux de mission. Ce serveur avait été déclassé depuis longtemps, du moins le pensais-je.
Le lien utilisé avait déclenché un processus dormant qui, involontairement, avait récupéré et joint un fichier caché contenant des renseignements de haute sécurité, le fichier qui venait de faire surface en ligne. Une erreur par négligence, mais pas un acte aléatoire. Quand j'ai tracé l'appareil d'origine du courriel, il pointait vers une machine sur laquelle on s'était connecté 2 jours plus tôt avec des identifiants actifs, ceux d'Erika. Elle s'était enregistrée tardivement sur la base pour une préparation d'entraînement, selon les registres. Je me suis souvenu alors qu'elle avait mentionné avoir laissé son ordinateur portable au poste de communication pendant la nuit, déverrouillé, sans surveillance. Son ton m'avait paru étrange, comme si elle s'attendait à ce que je dise quelque chose. Maintenant, son accès faisait partie d'une piste judiciaire. J'ai fixé l'écran brillant. Ma sœur, la petite fille qui pleurait autrefois quand je partais pour West Point. La femme qui, peut-être par désespoir, était en train de se détruire fil après fil. Avant que je puisse en traiter davantage, un coup à la porte de mes quartiers temporaires a rompu la tempête sous mon crâne. C'était mon père. Il paraissait plus vieux que dans mes souvenirs, moins sévère, plus humain. Nous ne nous étions pas parlé en tête-à-tête depuis des années. Il n'a pas dit bonjour. Il s'est juste tenu sur le seuil et a demandé doucement « Est-ce vrai? Est-ce toi qui l'as divulgué ?» J'ai croisé son regard. Il n'y avait pas de colère, juste de la peur pour moi, pour le nom de la famille. Peut-être pour tout ce en quoi il avait toujours cru concernant l'honneur et le service. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas besoin que tu me croies, ai-je dit. Mais je prouverai la vérité. Pas pour moi, pour les gens qui font encore confiance à ce système pour protéger leur vie. Il a hoché la tête une fois, n'a rien dit d'autre et s'est éloigné. Le lendemain matin, j'ai demandé la permission de diriger l'enquête interne. C'était peu orthodoxe, mais techniquement, j'étais toujours en service de réserve classifié et j'avais l'habilitation pour opérer. Plus important encore, j'avais un motif que personne d'autre n'avait, exposer la fuite sans brûler l'institution qui m'avait façonné et presque enterré. Le général Hammond a écouté sans m'interrompre, puis s'est levé lentement, a contourné la table de briefing et m'a tendu la main. « Général, » a-t-il dit, le regard assuré, « la parole est à vous. » La salle était si silencieuse que le bourdonnement des néons ressemblait à des parasites dans mes oreilles. J'étais assise en bout de table dans la salle de briefing du commandement stratégique, là où l'on m'avait autrefois refusé l'entrée à cause de mon rang, désormais assise par nécessité. Face à moi se trouvaient des représentants du bureau d'enquête militaire et du commandement de la sécurité de la base. Leurs visages étaient de pierre, leurs carnets ouverts, mais vierges. J'ai exposé mon hypothèse calmement. La brèche n'était pas un sabotage intentionnel. C'était une cascade, une séquence de décisions imprudentes et de faux pas qui avait commencé par un courriel anonyme. Un courriel envoyé non pas avec l'intention de trahir, mais de provoquer, et ce faisant, il avait déclenché un champ de mines. J'ai présenté les métadonnées, les pistes système et un chemin numérique qui commençait par le courriel d'Erika et finissait par un fichier classifié divulgué. Ils n'ont pas contesté ma logique, mais ils ont fait pire. Le général Hammond a nommé un groupe de travail interne composé non pas d'experts ou d'étrangers, mais de ma propre famille. Je devais diriger l'équipe en tant qu'analyste principale et coordinatrice de terrain. Mon père, le colonel Roy Walsh, gérerait les archives de renseignement des campagnes passées. Il avait toujours un accès restreint grâce à son rôle de conseiller après retraite. Erika devait tracer les vulnérabilités du système interne et les points d'accès. Et ma mère, avec son ancienne formation d'infirmière de combat et sa spécialité en preuves biologiques, a été chargée d'aider à la récupération forensique de l'ordinateur portable laissé dans la baie technique. C'était comme être jeté dans une pièce de théâtre où chaque acteur connaissait son rôle, mais où personne ne voulait partager la scène. La première réunion du groupe de travail fut glaciale. Mon père a ouvert le briefing, les yeux rivés sur l'écran plutôt que sur quiconque dans la salle. Il parlait d'un ton saccadé, comme s'il lisait une nécrologie. Erika a présenté sa partie ensuite. Court, efficace, stérile. Sa voix ne portait aucune inflexion. Elle n'a pas levé les yeux une seule fois.
Seule ma mère jetait parfois des coups d'œil entre nous, comme si elle regardait ses enfants se transformer en des personnes qu'elle ne reconnaissait plus. Mais je n'étais pas là pour la chaleur humaine, j'étais là pour les résultats. Et puis, la percée est arrivée. En épluchant un nœud d'archives lié au scan du serveur d'Erika, notre intelligence artificielle de sécurité a signalé un cheval de Troie dormant intégré dans une archive d'opération de 2017. Il n'avait jamais été activé, juste dissimulé dans la structure d'un fichier logistique. La date a attiré mon attention. 2017. C'était l'année où je m'étais heurté à Derek Glade, un collègue stratège lors d'un effort conjoint à Mossoul. Il avait voulu un ratissage agressif dans les zones civiles pour éliminer la présence hostile. J'avais bloqué l'opération, exigeant une stratégie de confinement progressif. C'était la bonne décision, mais cela faisait de moi un obstacle pour lui et un symbole de ce qu'il considérait comme une faiblesse bureaucratique. Derek n'était pas seulement rancunier. Il avait autrefois détenu un accès temporaire de cryptage pour les serveurs de campagne. S'il avait planté le logiciel malveillant à l'époque, celui-ci aurait pu dormir inaperçu jusqu'à ce que quelqu'un comme Erika ne le déclenche accidentellement en accédant au mauvais chemin. C'est alors que ma mère m'a silencieusement tendu un dossier de Candlestrike. Elle a dit « Tu l'as laissé derrière toi quand tu es parti. Je l'ai lu. À l'époque, je pensais que tu te cachais. Maintenant, je pense que tu essayais juste de survivre en silence. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas pu. » Les mots qu'elle m'a donnés n'étaient pas des excuses. C'était quelque chose de plus ancien, de plus lourd, de la reconnaissance. J'ai souri, non pas parce que j'étais fière, mais parce que quelque chose avait basculé. Plus tard dans la soirée, nos systèmes ont tracé un signal de connexion provenant d'une adresse IP distante. Quelqu'un avait tenté, sans succès, d'effacer les journaux liés à la brèche initiale. L'emplacement. Un motel juste à l'extérieur de Fort Campbell, une réservation de 3 jours payée en espèces. Le nom utilisé pour la réservation, Derek Glade. Il ne s'agissait plus seulement de ma sœur ou même de ma famille. Quelqu'un était là-bas, intelligent, patient et prêt à utiliser nos fractures comme camouflage. Un homme se cachant derrière le chaos que nous avions créé nous-mêmes. Le raid sur le bunker technique déclassé a ressemblé à un front d'orage qui approche. Silencieux d'abord, puis électrique et tranchant. Sous autorisation d'urgence, nous avons entouré la zone avec une précision stratégique. Derek était revenu au seul endroit que personne ne surveillait. L'ancienne salle de relais de données d'une division oubliée, toujours câblée au réseau militaire secondaire. Il était à mi-chemin du téléchargement d'un paquet compressé de données quand nous avons fait irruption. Il n'a pas résisté. Il n'a même pas bronché. Il m'a juste regardé et a dit « Tu as mis le temps ». En interrogatoire, il a tout déballé. Pas avec fierté, mais avec clarté. « Je ne voulais pas te faire tomber publiquement. Je voulais juste que tu sortes de la pièce. La fuite de renseignements était censée te faire passer pour un risque. Une fois ton habilitation retirée, plus de conseils de l'OTAN, plus de place au premier rang des discussions stratégiques. Tu es monté trop vite. Les gens ont arrêté de te remettre en question. » Sa voix était amère, pas folle. Un homme qui s'était accroché à sa rancœur jusqu'à ce qu'elle tourne à l'obsession. Il avait construit une stratégie pour exploiter les divisions de notre famille, misant sur le faux pas d'Erika pour enflammer le reste. J'ai réalisé alors qu'il ne nous avait pas brisés. Il nous avait juste regardé nous défaire. Puis, il avait planté son drapeau. Quand Erika a lu la transcription de sa confession, elle est restée immobile, silencieuse. Elle fixait les mots comme s'ils pouvaient se réorganiser en quelque chose de moins dévastateur. Après quelques minutes, elle a parlé sans me regarder. Je ne savais pas que ce que j'avais fait mènerait à cela. J'ai croisé les bras. Parfois, on met le feu à un champ sec par jalousie. On oublie que des gens dorment dans cette herbe. Son visage s'est légèrement décomposé, mais elle a tenu bon. C'était Erika. La fierté servait d'armure à sa culpabilité. Le lendemain, lors de la compilation de notre rapport final, Erika a soumis un addendum. Elle a pris l'entière responsabilité d'avoir initié la chaîne de courriels qui a finalement permis la brèche de Derek.
Bien qu'elle n'ait pas été poursuivie pénalement, il n'y avait aucune intention de divulguer des secrets d'État. Elle a accepté une réprimande formelle. Cela lui coûterait son éligibilité à une promotion pour les 5 prochaines années. Elle l'a signée sans qu'on le lui demande. Ce n'était pas une victoire. Lors de la réunion de clôture du groupe de travail, nous nous sommes assis face à face une fois de plus. Mais cette fois, c'était différent. Erika ne fuyait plus mon regard. Et quand notre père s'est levé pour ses remarques finales, il a marqué une pause, puis a dit « Je dois des excuses à toute cette équipe, et particulièrement à Colleen. J'ai laissé les médailles et la fierté me rendre aveugle à ce qui compte vraiment. » C'était la première fois que je l'entendais admettre une faute, qui plus est dans une salle pleine de hauts gradés. Erika n'a pas pleuré. Moi non plus. Mais quand j'ai croisé ses yeux, je n'ai plus vu la concurrente qui avait essayé de m'effacer. J'ai vu une femme apprenant à se tenir debout toute seule, sans avoir besoin d'écraser quelqu'un d'autre pour y parvenir. Le matin de la conférence régionale sur la stratégie est arrivé avec un brouillard qui s'accrochait à la base comme un souvenir. Je me tenais en coulisses, sous le faible bourdonnement du projecteur et le léger clic des badges sur les uniformes. La bannière derrière moi proclamait « Redéfinir la guerre de l'ombre, le renseignement post-conflit dans les environnements asymétriques ». 62 commandants, 30 conseillers de haut rang et près de 100 observateurs avaient confirmé leur présence. Parmi la liste des participants figurait le lieutenant-colonel Erika Walsh. Son nom était proprement listé sous la mention « officier de terrain stagiaire ». Je lui avais envoyé l'invitation moi-même. Sans explication, sans avertissement, juste une ligne tapée dans la section notes du courriel. « Il est temps d'apprendre ce que tu pensais que j'ignorais. » Les lumières se sont tamisées. Je me suis avancée vers le pupitre sans fanfare, sans escorte, juste un pointeur à la main et une vie de cicatrice invisible dans le dos. J'ai commencé par la vérité la plus simple. Certaines missions ne reçoivent jamais de nom. Certains leaders ne reçoivent jamais de plaque. Et certaines batailles ne commencent pas aux frontières. Elles commencent là où le jugement remplace la compréhension. J'ai vu des têtes s'incliner. Certains visages familiers, des officiers qui avaient autrefois fait écho aux critiques d'Erika, me regardaient avec un respect recalibré. Quelques-uns chuchotaient entre eux. L'un se pencha vers un autre. C'est la femme qui a écrit la doctrine de défense de l'Europe de l'Est en 16. Erika était assise au 2e rang, le dos droit, stylo prêt, les yeux fixés sur moi. Elle ne clignait pas des yeux. Elle ne bougeait pas, et je savais que cette fois, elle était là pour écouter. À mi-parcours, j'ai bifurqué vers un segment non publié de l'opération Candle Strike. Pour la première fois de manière publique, j'ai révélé une décision classifiée que j'avais prise seule sur le terrain. J'ai signé l'ordre d'annulation qui a épargné une zone hostile parce que 7 enfants étaient piégés à l'intérieur. Cette signature a failli mettre fin à ma carrière. Je prendrai la même décision aujourd'hui. Je ne partage pas cela pour susciter de la sympathie. Je le partage parce que la vérité n'a pas besoin de pardon. Elle a seulement besoin d'être vue. Des murmures ont parcouru la salle, non pas par goût du drame, mais par clarté. La guerre n'était plus seulement une question de territoire. C'était un terrain moral. Et le leadership ne consistait pas seulement à avoir raison. Il s'agissait d'être prêt à porter le poids du choix. En clôturant la session, je me suis tournée vers le micro latéral de la scène et j'ai dit « Pour conclure, j'ai demandé au lieutenant-colonel Erika Walsh de partager ses réflexions en tant qu'officier de la nouvelle génération. » Erika s'est levée lentement. Sa voix était ferme, mais pas parfaite. Ses yeux étaient humides, mais ses épaules étaient d'équerre. J'ai grandi en pensant que les distinctions étaient le but ultime, que celui qui se tenait le plus haut était celui qu'on écoutait. Mais aujourd'hui, j'ai appris que le véritable honneur consiste à savoir de qui l'on peut apprendre et à avoir le courage de l'admettre. La salle s'est levée pour une ovation, non pas pour moi, mais pour quelque chose de plus grand. Pour l'idée que la force pouvait être silencieuse, que le leadership pouvait être enseigné par ceux que nous avions autrefois enviés, et que l'apprentissage, même en uniforme, ne s'arrête jamais vraiment. Au dernier rang, ma mère était assise, les mains sur les genoux. Elle n'a pas applaudi, mais elle a hoché la tête.
Pour la première fois, cela ressemblait à une approbation. Non pas de mon rang, mais de mon parcours. Alors que la foule se dispersait, un vieux général s'est approché. Sa poignée de main était ferme. « J'ai longtemps cru que les femmes n'avaient pas leur place sur les champs de bataille », a-t-il dit. J'avais tort. J'ai souri. Pas par sentiment de victoire, ni par fierté. Les erreurs ne nous définissent pas, ai-je dit. Mais refuser d'en tirer des leçons, si. Aujourd'hui, vous avez appris. C'est ce qui compte. Une semaine après la conférence, j'ai envoyé 3 invitations. Une à mon père, le colonel Roy, une à ma mère, Marilyn, et la dernière à Erika. Le lieu était délibéré. L'ancienne maison familiale à la lisière de Fort Campbell. C'était la même maison où j'avais autrefois passé une seule nuit agitée après avoir été diplômée de West Point. Cette fois, je suis arrivée la première. J'ai mis la table. J'ai pris la place en bout de table, celle que mon père avait toujours revendiquée. Quand ils sont entrés, personne n'a dit un mot. Ma mère tenait un plat enveloppé d'aluminium. Erika évitait mon regard. L'expression de mon père était indéchiffrable. Une fois assis, je n'ai pas fait de politesse. Je n'ai pas organisé ce dîner pour des excuses, ai-je dit. Je l'ai organisé pour dire la vérité, ma vérité, pour la première fois de ma propre bouche. Et j'ai commencé. Je leur ai dit que je n'avais pas quitté le service. J'avais été recrutée par le renseignement. J'ai raconté la fois où j'ai été détenue pendant 3 jours sous terre en Irak après qu'un itinéraire d'extraction raté a été divulgué par un agent double. J'ai décrit la fois où j'ai donné l'ordre de bombarder un dépôt de ravitaillement pour sauver une équipe de reconnaissance australienne. 3 civils avaient été blessés, aucun gravement, mais j'avais passé 8 mois sous enquête avant d'être finalement blanchie. Je leur ai dit que j'avais refusé une médaille pour une mission de secours classifiée en Syrie. L'accepter aurait risqué de créer des tensions diplomatiques, et j'ai choisi le silence plutôt que la gloire. La pièce ne respirait plus. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Erika fixait son assiette. Mon père restait immobile, les mains jointes devant lui. Puis, il a demandé si bas que j'ai failli ne pas l'entendre. « Pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit ?» J'ai croisé son regard. « Parce que vous n'avez jamais demandé. Et si vous l'aviez fait, je ne pense pas que vous m'auriez cru. » Ce n'était pas une attaque. C'était juste la vérité. « Oh, Colleen !» a murmuré ma mère. « Je pensais que ces colis que tu envoyais étaient ta façon de t'excuser. » J'ai secoué la tête. Ce n'étaient pas des excuses, c'étaient des rappels que j'existais encore, même après avoir été effacée de chaque photo de famille. J'ai tendu la main sous la table et j'en ai sorti une enveloppe Kraft. Je l'ai fait glisser vers Erika. À l'intérieur se trouvait la copie du courriel anonyme, celui qu'elle avait envoyé des années auparavant et qui avait failli briser ma carrière. Je n'ai pas gardé cela pour t'incriminer. Je l'ai gardé pour te rappeler que des mots apparemment invisibles peuvent être aussi mortels que des balles. Personne n'a interrompu. Puis j'ai parlé clairement, sans malice, juste avec intention. Je n'attends pas d'acceptation, mais si nous voulons avancer, cela commence par reconnaître la personne que vous avez choisi de ne pas voir. Erika s'est levée. Elle s'est approchée de moi et a posé doucement sa main sur mon épaule. Pas de mots. Mon père s'est levé lentement, s'est dirigé vers la vieille étagère familiale et a pris une photo encadrée d'un barbecue d'été il y a longtemps. Il l'a fixée un moment. « Il manque quelqu'un sur celle-ci », a-t-il dit. « On en prendra une nouvelle. » Je n'ai pas souri. J'ai juste hoché la tête. Non pas parce que je leur avais pardonné, mais parce que je n'avais plus besoin de m'accrocher à ce qui faisait mal. 1 mois après la conférence, je suis retournée à Washington. J'ai repris ma routine tranquille de conseillère stratégique à temps partiel pour l'OTAN. La plupart de mes journées se passaient en visioconférence, à analyser des modèles de simulation, offrant des perspectives sur la guerre asymétrique. Je vivais seule dans un modeste appartement surplombant le Potomac. Je me levais toujours à 5h30. J'écrivais toujours mes briefings à l'encre noire. Je ne répondais toujours pas aux messages après 21h, mais une chose avait changé. 1 fois par mois, je donnais un cours spécial à Fort Campbell sur la stratégie douce, à l'ère des combats non traditionnels.
Erika était toujours là, elle ne manquait jamais un cours. Elle s'asseyait au premier rang, posait les questions les plus difficiles, me défiait, débattait même avec moi, et parfois elle devenait silencieuse quand je parlais des missions qui nous avaient autrefois opposées. Un après-midi, après le cours, elle m'a tendu un classeur mince. À l'intérieur se trouvait une proposition de réforme de la formation inspirée des concepts que j'avais introduits. Je n'ai pas besoin de ta signature, a-t-elle dit. J'ai juste besoin de savoir ce que tu en penses. J'ai écrit un mot sur la couverture. Avancer. Notre famille existait désormais dans une sorte de mouvement apaisé. Ma mère m'envoyait des notes manuscrites chaque mois, souvent juste une ligne ou deux. Est-ce que tu manges assez? Me demandait-elle dans la dernière. Mon père avait commencé à dire à ses amis que sa fille conseille sur la stratégie de haut niveau, et plus seulement quelque part à l'étranger. Nous n'avions pas encore de nouveaux portraits, mais la fois suivante où j'ai regardé celui sur la cheminée, j'étais dedans. Ni remplacé, ni effacé. À la fin d'une session, un jeune cadet est resté, nerveux, il avait peut-être 23 ans. Il a demandé « Madame, à la guerre, quelle est la partie la plus difficile ?» J'ai marqué une pause, puis je lui ai donné la seule réponse qui m'ait jamais semblé honnête. Survivre sans devenir une statue. Ne pas transformer ses blessures en armes. Ce soir-là, je me suis promenée derrière les baraquements d'entraînement. Le soleil se couchait dans un voile d'or et d'orange. Erika est apparue à mes côtés, tenant un petit gâteau d'anniversaire dans une boîte en plastique. Elle me l'a tendu avec un demi-sourire. 3 mots étaient écrits sur le dessus au glaçage bleu. Générale, sœur, enseignante. Je n'avais pas besoin d'applaudissements. Je n'avais pas besoin que les livres d'histoire mentionnent mon nom. J'avais juste besoin qu'ils me regardent, non pas à travers les médailles ou les erreurs, mais à travers les yeux qui m'avaient autrefois mal comprise et qui, enfin, comprenaient. Dans la vie, certaines batailles ne laissent aucune cicatrice sur la peau, mais creusent des canyons dans l'âme. Nous apprenons que la force ne réside pas toujours dans celui qui parle le plus fort, mais dans celui qui choisit le silence avec dignité. Et parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire est de rester quand il est plus facile de s'en aller. Si cette histoire vous a touché, j'aimerais vraiment connaître vos pensées. Laissez un commentaire, partagez ce qui vous a parlé et n'oubliez pas de vous abonner. Chaque voix compte et la vôtre ne fait pas exception. Porque dice que sí es tengo bastante dinero, la neta. Güey, tengo mucho dinero, hay que gastarlo. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Y te gustó? ¿Te agradó? Anthony, ¿sigues ahí? Sí, sí, solo que Ah, estaba comiendo. aprovecho, aprovecho. No, adelante, come, yo estoy comprando. Pasa. Tengo mucho dinero. Cámara de video. Luce. Claro que sí. Encendedor. También, loco. Sensor de movimiento. Échale. También. Medicación para la cordura. Voy a comprar 1, 2, 3, 4. Sensor de sonido. 1, 2, 3. ¿Eh? Fíjense, a mí no me pesa el codo, ¿eh? Porque el de la cueva que te apaga las linternitas y así. A ver, personalización. Yo soy niña. Yo soy niña. Ay, pues parece tanto.
que haya mucho, tampoco. Mm, No, no tienes mucho, precioso. No, yo uso lentes. Ahí está. Se parece un niño, ¿eh? No voy a comprar nada, vete a la roña. Vámonos. A eso sí me empezó el pedo. ¡Listo! Con el mismo gusano, o sea, el de la... Ah, fauna. Sí, hay mucha fauna en todos lados. Sí, yo pensé que te había asustado esa madre. Sí, tenemos varios más. Ujú. A ver, necesitamos... Me traje una cobijita, plebes, porque... ¿Cómo es? Mira, les voy a enseñar mi outfit. ¿Listos? Este es mi outfit. Está haciendo frío. Bueno, está haciendo calor. Pero la casa está muy, muy helada. Porque si yo salgo, me quemo. Me quemo. Entonces dije, yo voy por una cobijita. Me traje una cobijita. ¿Qué güey? Ay, no. A ver. Sensor de movimiento. Apagar una llama. Purificar. Ok. Pero vamos a llevar esto. Esto. No sé lo que. Bueno, vámonos. Verga, este sí da miedo, ¿eh?